Suite, décryptage et analyse, on va plus loin. Et on va plus loin avec Marie-Roger Biloa, présidente du groupe Africa International, qui est avec nous en direct de Yaoundé. Bonjour Marie-Roger. Bonjour Raphaël. Et avec nous également Gauthier Ribinski, chroniqueur international ici même à France 24. Bonjour Gauthier. Bonjour Raphaël. Il devait se rendre, c'était ce mardi, aujourd'hui même, à Bamako. Ce sera finalement jeudi. Les présidents du Ghana, du Sénégal et du Togo, représentants des États d'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO mène une médiation pour faire libérer les 46 soldats ivoiriens détenus depuis le 10 juillet par la junte malienne. Gauthier Ribinski, elle les accuse d'être des mercenaires. Faux, répond l'ONU. Bon, alors il y a deux possibilités. C'est-à-dire qu'en principe, ces soldats ivoiriens sont attachés. Je dis bien attachés parce que c'est là-dessus que porte l'ambiguïté. À la MINUSMA, c'est-à-dire la mission des Nations Unies au Mali. Et en principe, officiellement, ils sont là pour assurer la sécurité d'autres soldats, en l'occurrence des soldats allemands. Sauf que, et c'est là-dessus que se fonde la junte malienne, ces soldats ivoiriens ne seraient pas, selon la MINUSMA, parmi au sein des effectifs. Et donc, l'accusation finalement d'espionnage, de tromperie, enfin de rouerie en tout cas, est vite avancée par le Mali. Rappelons tout de même que la CEDEAO qui doit interférer ou intercéder pour une solution à l'amiable, a dans ses propres rangs la Côte d'Ivoire. Et que donc, il paraît que la Côte d'Ivoire, dans cette affaire, il apparaît bien qu'elle ne peut qu'être juge et partie. D'un mot, si on veut peut-être élargir la chose, c'est que dans sa croisade anticoloniale, et qui frappe essentiellement la France, la junte malienne voit probablement dans la Côte d'Ivoire une sorte d'auxiliaire de la France et qu'il convient justement de bordurer, voire de temps en temps de s'en servir comme d'un punching ball un peu. Marie-Roger, pourquoi la junte malienne, d'après vous, ouvre-t-elle ce nouveau front avec l'un de ses voisins? Un de plus, serait-on tenté de dire? C'est pas le seul. Gauthier vient de parler de la France, c'est quand même l'adversaire principal. Et ça, pas mal de pays africains le comprennent et le soutiennent même. Mais ce qui est nouveau, c'est justement que cette junte s'en prenne de manière très vertement et sans la moindre retenue à des pays qui, depuis le début, soutiennent le Mali, qui est quand même en situation de fragilité depuis au moins deux décennies, parce que il faut voir tous les intervenants. Je pense dans la Côte d'Ivoire, bien sûr, mais le Niger, je veux dire, ce qui fait sensation ces derniers temps, depuis ce week-end, c'était le discours incendiaire qui a été prononcé du haut de la tribune des Nations Unies par le Premier ministre par intérim, Abdoulaye Maïga, et qui a été accueilli en triomphe à son retour au Mali. Et dans ce discours, mais il s'en prend à tout le monde, c'est-à-dire à l'ONU, au secrétaire général de l'ONU, au président en exercice de la CEDEAO, Sissoko Embalo, à la Côte d'Ivoire et au Niger. Le Niger qui est un pays qui subit beaucoup la désorganisation de l'armée malienne depuis si longtemps et qui a accueilli, comme le dit lui-même, le Niger, a accueilli pas mal de militaires, des garnisons entières au Mali et qui essaye, de toute façon, et qui sait qu'on ne peut pas régler le problème sécuritaire du Sahel seul. Donc on est assez surpris parce qu'on connaît les postures. Vous savez, il faut dire que les nations africaines, voilà, les réactions ont été diverses. Évidemment, il y en a qui applaudissent des deux mains parce qu'ils disent oui, que l'émancipation, c'est d'abord par le verbe et la parole décomplexée. Mais une fois qu'on a dit ça, le Mali se retrouve avec un problème. Et on ne voit même pas ce qu'il a dit de particulier. Il y avait des choses à défendre. Oui, justement, pour illustrer ce que vous dites et qu'on comprenne bien, on va écouter un extrait qui concerne justement la France dans ce qu'a dit le Premier ministre Abdoulaye Maïga. Les autorités françaises profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme.
On va retourner voir Marie-Roger dans un instant, mais Gauthier Rybinski, il parle même de junte, junte française. Il retourne à l'accusation finalement d'un pouvoir qui serait illégitime en France. C'est vraiment un discours jusqu'au boutiste qui a stupéfié, il faut le dire, ceux qui l'ont entendu samedi. Oui, c'était de grande violence parce qu'il a même asséné à 3 reprises, il a répété des phrases qui étaient particulièrement violentes à l'égard de la France. Mais vous savez, j'ai envie de dire, quand on parle de junte, vous vous souvenez de cette fameuse réplique de Vladimir Poutine à Joe Biden qu'il avait accusé d'être un tueur et Poutine avait dit à l'époque, c'était encore une forme de détente, il avait dit c'est celui qui en parle qui est un tueur. Là, c'est un petit peu la même chose. Abdoulaye Maïga dit la France est une junte, c'est évidemment le Mali qui en est une. Mais ce qui est intéressant, parce que ce que disait Marie-Roger, c'est effectivement l'accueil triomphal qui lui a été réservé en rentrant à Bamako. Et là, il y a quelque chose de diablement intéressant, parce que si vous voulez, il me semble, quelles que soient, j'insiste là-dessus, quelles que soient les responsabilités et le mauvais ouvrage de la France de par son colonialisme. Mais il me semble qu'on est encore, pour la junte malienne, dans une forme de complexe colonial qui fait que la France est rendue, à tort ou à raison, mais responsable de tous les maux. Et effectivement, quand monsieur parce qu'il a Maïga... quand même accusé la France d'être partie, d'avoir quitté le Mali. Alors c'est ça, ce sont des injonctions contradictoires, c'est-à-dire qu'il a accusé la France d'être partie, mais en même temps c'est la junte... laisser tomber le Mali, ensuite de lui avoir tiré dans le dos, dit-il. De lui avoir tiré dans le dos, et ensuite d'avoir justement abandonné la chose. Juste d'un mot. Ce qui me paraît important, justement, c'est cet abcès de fixation sur l'ancienne puissance coloniale, alors que précisément, M. Maïga s'est employé à dédouaner de toute mauvaise pensée, de toute mauvaise intention, par exemple, les Russes. Et donc là, il y a, si vous voulez, la sortie, et pourquoi pas, à juste titre, de la tutelle d'un ancien colon, d'un ancien pays de colonisation, pour se ranger vers une autre colonisation. Et c'est ça qui bloque, c'est pas la violence en elle-même du discours contre la France, c'est sa naïveté par rapport à d'autres puissances éventuellement tutélaires. C'est l'exact inverse du discours d'Emmanuel Macron, Marie-Roger, qui, 3 jours plus tôt, à cette même tribune de l'ONU, dénonçait le néocolonialisme russe et, d'ailleurs, en appelait à ces nouveaux non-alignés à choisir leur camp et à ne pas se reconnaître dans le projet de la Russie, qui, selon lui, était avant tout de redéfinir les frontières de manière arbitraire. Ce qu'a dit le Premier ministre malien à la tribune samedi, ça a tout de même, vous dites, il a été acclamé à son retour au Mali, ça a tout de même choqué jusque dans les rangs de l'opposition malienne. Absolument. Moi, je dirais que lorsqu'on regarde les réactions de plus près, vraiment, j'ai passé du temps à voir, essayer de me faire une idée, alors qu'est-ce que les Africains pensent. Je dirais que la plupart sont d'abord gênés, parce que même s'ils soutiennent un peu cette posture anti-impérialiste et qui est un peu le bouclier de cette junte militaire, au passage, Renaud parle d'histoire de junte, il n'y a rien qui les énerve plus que qu'on les qualifie de junte et de putschistes. Ce sont des faits, mais c'est des faits qu'ils n'arrivent pas à accepter. Et donc, la plupart des gens sont gênés. Beaucoup estiment que, oui, il faut dire les choses. On a comparé à Sankara, qui, par exemple, on savait qu'il savait décocher des flèches sans verser dans les insultes triviales. Voilà. Et on lui a reproché également. On se dit, bon, parler, certes, mais pour dire quoi? Il y avait des choses importantes à soutenir. Par exemple, lorsque Macky Sall demande, qui est président en exercice de l'Union africaine, demande un siège pour l'Afrique au Conseil de sécurité, voilà, le Mali aurait pu soutenir ça. Le Mali aussi a accusé la France au courant du mois d'août auprès du Conseil de sécurité de l'ONU en disant que la France soutenait, finançait et donnait des armes aux terroristes. Alors tout le monde se dit, il va donner des preuves, parce qu'ils ont dit, nous avons des preuves, on a attendu ça. Et donc, même du côté, je pense, l'ancien Premier ministre, un ancien Premier ministre malien, qui a dit, bon, oui. il salue le fait que le Mali, le Premier ministre par intérim qui parlait au nom du Mali, a réaffirmé son attachement au respect des droits de l'homme et aussi au retour à l'ordre constitutionnel, mais il se dit, ce ton belliqueux, à quoi ça rime lorsqu'on pense que le Mali est quand même le grand malade de la sous-région et qu'il a besoin de ses alliés. On ne peut pas se brouiller avec... c'est-à-dire, on se demande quel avantage il tire, à part un peu peut-être flatter son ego et l'ego je dirais... oui.
superficielle et épidermique de certains, mais parce que derrière, le Niger a déjà annoncé qu'il suspendait le transit des produits pétroliers vers le Mali. Voilà déjà des conséquences concrètes, c'est-à-dire que le Mali, il va peut-être échapper aux sanctions de la CEDEAO, mais voilà, il y aura sans doute des représailles individuelles. La Côte d'Ivoire n'a encore rien dit, parce que bon, maintenant, ils vont revenir pour la libération, pour négocier la libération des 46 militaires ivoiriens, mais la Côte d'Ivoire a beaucoup de flèches dans son arc contre le Mali, par exemple, auquel il livre de l'électricité, par exemple. Le commerce part du port ivoirien vers le Mali, etc., etc. Donc on se demande à quoi ça sert ce genre de diatribe si le lendemain, on se retrouve avec plus de problèmes qu'auparavant. On va passer à l'autre sujet de l'actualité. C'est un score à la soviétique qui se profile, ça ne s'invente pas d'ailleurs. Les référendums d'autodétermination imposés aux régions ukrainiennes devraient, sans surprise, donner vainqueur le rattachement à la Russie. Voici comment Vladimir Poutine justifie ces scrutins. Un motif humanitaire, écoutez. Le sauvetage des populations sur tous ces territoires dans lesquels se tient le référendum est au premier plan et au centre de l'attention de notre société et de tout le pays. Il avait usé, il faut le rappeler, pareille méthode. C'était en Ossétie du Sud et en Abkhazie, deux régions géorgiennes dans lesquelles les Russes avaient abondamment distribué les passeports avant de décréter un motif humanitaire pour exiger, alors non pas à l'époque le rattachement, mais l'indépendance de l'Ossétie du Sud, en l'occurrence. Oui. Et le rattachement de l'Abkhazie. Voilà. Et alors, souvenez-vous aussi, c'est exact, ça consistait à tailler en pièces le territoire géorgien, où d'ailleurs, il faut remarquer qu'aujourd'hui, un certain nombre de Russes se réfugient, c'est-à-dire ceux qui sont dans la région du Caucase, ce qui peut mettre en difficulté l'État géorgien, et surtout qu'il l'agace, parce que la direction géorgienne dit, écoutez, c'est bien beau que vous refusiez de vous battre aujourd'hui, mais c'était avant aussi qu'il fallait le faire pour nous défendre. Bref, je ferme la parenthèse. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous voulez, la justification que donne Vladimir Poutine, quasiment personne n'en est dupe. Et que, encore une fois, pardonnez-moi, je vais répéter ce que je dis souvent, il y a dans les mots de Vladimir Poutine souvent la trace, la volonté d'une provocation et en même temps d'une jubilation à l'endroit de l'Occident et des supposées valeurs. En tout cas, c'est ce qu'il dit, lui, de l'Occident. En disant, vous voyez, vous faites beaucoup, vous tenez énormément à des procédures référendaires, électorales. Écoutez, si ça vous chante, moi je peux faire la même chose, mais ça n'a aucun intérêt, aucun impact. C'est si vrai qu'on a appris ce soir, parce que j'étais étonné qu'il ne soit pas là, si vous voulez, un aréopage de, de l'extrême droite, un florilège de l'extrême droite européenne, qui joue effectivement, là, les imbéciles inutiles, totalement, ils sont là pour dire, tout se passe bien. Les observateurs. Alors voilà, et on avait eu la même chose la dernière fois, et là, c'est pareil. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'ils professent lorsqu'ils sont en Occident, dans leur pays, là, ça consiste à dire, oui, c'est une consultation parfaitement réglée, réglementaire, légitime, et tout va bien. Voilà, là aussi, c'est une manière de dire à l'Occident, et eux sont complices, mais mon Dieu, ils n'en ont pas grand-chose. Se donnent le mal au moins de mettre les formes. Oui, mais je crois que c'est pour mieux montrer qu'ils les ridiculisent, et que précisément l'Occident ne peut pas se gargariser, selon lui, de mettre en application ce type de procédure, parce que lui les méprise, et finalement les traite, en les appliquant, il les traite comme quelque chose de totalement négligeable. C'est un engrenage infernal qui est en œuvre là, Marie-Roger. Une fois ces territoires décrétés russes, Moscou trouvera prétexte d'user de tous les moyens sur le terrain? Oui, certainement, c'est ça le plan. Mais je crois qu'il y a une chose qui a changé depuis le début de ce conflit, c'est que la Russie fait moins peur. Je me souviens que j'ai dit sur ce plateau que c'est la Russie qui menait le jeu, tous les pays occidentaux étaient à se demander qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Poutine, etc. Mais maintenant, même cet argument nucléaire a l'air démonétisé. C'est vrai qu'il faut faire attention, tout est possible, mais on n'a pas l'impression que le fait d'avoir brandi à nouveau cette arme pour la énième fois va affaiblir le camp occidental ou décourager. Je ne crois pas du tout, et on le voit dans des pays comme en Allemagne, où maintenant ils sont déterminés à livrer encore, je ne sais pas quel tank, n'est-ce pas,
des armes encore plus sophistiquées. Le fait que le monde, enfin disons les Occidentaux pensent que la Russie peut perdre la guerre, ça change tout. Je dirais que, voilà, donc Poutine le sait et il va essayer son va-tout. Et tout ça, ça fait partie. C'est qu'on personne ne va reconnaître l'annexion. Oui. Bon, mais il essaie d'en tirer quelques conséquences qui vont dans le sens de la victoire qu'il continue à espérer. Vraiment, Gauthier, l'arme nucléaire brandie par la Russie ne fait plus aussi peur aujourd'hui. C'est vrai, on l'a vu dans les réactions. Hein. Beaucoup y ont vu plutôt un affaiblissement, une preuve de l'affaiblissement des Russes qu'une menace potentielle à l'horizon. Et puis, il y a aussi cette erreur confessée par le Kremlin, c'est inhabituel. Oui. Sur la mobilisation. Oui, alors deux choses, c'est vrai, rapidement, c'est que moi je ne serais pas aussi triomphaliste. Je crois même que professer un tel triomphalisme, c'est-à-dire dire c'est bien la preuve que le régime russe est affaibli, c'est quelque chose de dangereux. C'est quelque chose de dangereux parce que dans l'historiographie et même j'allais dire dans la cosmogonie russe, il y a l'idée que l'on n'est jamais aussi fort que lorsqu'on a le dos au mur et qu'on est vraiment acculé. Je donne un seul exemple qui est connu de tout le monde. C'est ce qui est arrivé aux troupes françaises de Napoléon, c'est-à-dire une ville de Moscou mise en flammes par les Russes eux-mêmes pour se défendre. Et là, il y a quelque chose de très fort. La fameuse guerre patriotique contre le nazisme est aussi pensée, et pour le coup c'était vrai, comme une résistance du dernier recours, tout simplement parce que Staline avait totalement coupé les têtes, au sens figuré et propre, de l'armée soviétique, de sorte qu'elle n'était pas à même de combattre les nazis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à chaque fois quand on est au bord du précipice, ça c'est très, très fort, y compris chez les militaires russes. C'est là qu'on est le meilleur. Et c'est pour ça que je fais attention, si vous voulez, à ce triomphalisme. Je préfère qu'il y ait effectivement des avancées militaires ukrainiennes, plutôt que de dire c'est fini. On ne peut pas exclure un usage irraisonné de la force nucléaire. Totalement. Voilà, irraisonné de la même manière que cette campagne est irraisonnée sur les mobilisations. Le Kremlin confesse une erreur, oui, si ce n'est qu'au fond, on peut se dire que Peskov, le porte-parole de l'administration présidentielle, et Valentin Matvienko, qui est à la chambre haute, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils servent en quelque sorte le bon roi Vladimir. Le bon roi Vladimir qui parfois n'est pas au courant de ce qui se passe. Et eux, ils disent, mon roi, regardez, ça n'est pas, vos fils de Russie ne sont pas là pour trahir, ils sont là pour dire, nous voulons la justice. Rendez leur justice, disent-ils à Vladimir Poutine, et plus un seul de vos fils, ne vous manquera pour écraser l'Ukraine. Vladimir Poutine qui retrouve sa ligne directe d'une certaine manière, voilà, le long de son émission annuelle avec les Russes. C'est la fameuse ligne directe. Merci Gauthier Rybinski, merci Marie-Roger Biloa, c'était On va plus loin. On se retrouve dans moins de 3 minutes pour un nouveau journal. Restez avec nous. C'est l'heure de Politique en